je vais vous faire le chercheur de base et vous livrer un petit peu l'expérience au cours de ces années, donc de cette décennie qui a passé. Et j'ai intitulé mon exposé donc avant et après le 15 juillet 2011 et vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment l'expérience de terrain que je voudrais vous livrer. Pour camper un petit peu le paysage, mon équipe travaille sur une forme familiale héréditaire de démence vasculaire. Il faut vous expliquer un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'on a commencé en fait avec la description de cette nouvelle maladie qui s'appelle CADASIL et on a été confronté directement à travailler avec les patients, directement à voir les patients et c'est un parcours qui nous a amené de l'identification du gène à ensuite essayer de comprendre les mécanismes physiopathogéniques. Donc pour camper un petit peu le paysage, il faut que je vous explique que j'ai une formation médicale, je suis neurologue de formation et aussi un petit peu la spécificité du laboratoire de recherche, à savoir que on a été un petit peu, finalement, un peu borderline entre laboratoire diagnostique et laboratoire de recherche. Et je pense que ça peut alimenter un petit peu la réflexion des problèmes qui se sont posés. Donc la maladie sur laquelle je travaille est liée à des mutations dans un gène qui s'appelle gène Notch3. C'est une maladie très très sévère. Les patients en fait font des accidents vasculaires cérébraux à répétition et ça évolue vers un déclin cognitif et une démence. Et cette maladie est liée à des lésions des toutes petites artères cérébrales avec des lésions, une anomalie tout à fait spécifique. Ah, ça c'est une anomalie tout à fait spécifique qu'on peut détecter en microscopie électronique, non seulement dans les vaisseaux cérébraux, mais vous verrez aussi également dans les vaisseaux de la peau. Et vous verrez dans l'exposé, ceci a son importance. Donc les questions en fait que nous nous sommes posées, donc après avoir découvert le gène dans cette maladie, c'est des questions toutes finalement classiques de physiopathogénie, à savoir où ce gène est exprimé, quel est l'effet des mutations sur cette protéine qui est un récepteur, quelle est la signification donc de ces dépôts protéiques que l'on voit dans les vaisseaux des patients, quels sont les mécanismes moléculaires, tout ça en vue d'élaborer donc des stratégies thérapeutiques. Donc, et les approches qu'on utilise dans le laboratoire, ce sont à la fois des modèles animaux, des modèles cellulaires, mais aussi des échantillons humains, parce qu'il nous semble extrêmement important de pouvoir à chaque fois confirmer et étayer la pertinence de ce que nous observons dans des modèles animaux, de pouvoir étayer la pertinence sur des échantillons humains. Alors c'est une aventure qui a commencé déjà avant les années 2000. Et donc, dans le laboratoire, nous avions déjà commencé à collecter un certain nombre de tissus humains de patients CADASIL provenant de différents environnements, soit le plus souvent en fait le département de neuropathologie en France ou à l'étranger, également de biopsies de peau, donc pas mal de matériel acquis avant cette date de 2004. Et comment ils avaient été acheminés donc, dans notre laboratoire, qui est un laboratoire INSERM, donc on n'est pas dans des locaux de diagnostic de l'hôpital, nous sommes dans un laboratoire de recherche. Comment ils avaient été acheminés? Eh bien, transport en commun, voiture, train, ou même emporté donc à pied entre l'hôpital Lariboisière et la faculté. Bien sûr, très très bien étiqueté, avec le nom, le prénom du patient, des listings parfaitement renseignés, donc en fait, vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Des listings papier bien renseignés, avec non seulement le nom, le prénom, mais bien sûr le diagnostic, la mutation, soyons précis, et puis un exemple en fait de cassette de tissu d'un bloc paraffine de patient, bien sûr avec le nom, le prénom et bien sûr le nom de la pathologie, pour bien différencier les malades des contrôles. Et bien sûr avec une très large accessibilité des données à tous les membres de l'équipe, donc des listings papier qui peuvent traîner sur les imprimantes dans le secrétariat. Donc voilà comment on travaillait, je dirais dans les années 2000. Donc tout ça a été très utile puisqu'on a pu montrer que cette protéine était exprimée donc, prédominamment dans les petits vaisseaux, que la cellule cible était la cellule musculaire lisse de la paroi de ces vaisseaux, qui est la cellule qui pose le problème pathologique dans cette affection, qu'il y avait une accumulation anormale de la protéine dans les vaisseaux cérébraux, que cette protéine constituait ces fameux dépôts que nous voyons et qui sont vraiment la signature en microscopie électronique de cette maladie, et qu'on trouvait ces dépôts donc dans les
vaisseaux de la peau, et on a même mis au point, enfin j'ai mis au point, un test diagnostique basé sur des biopsies de peau de patients. Donc vous voyez en fait cette espèce d'aller-retour entre le laboratoire de recherche, l'activité diagnostique et donc les biopsies de peau qui arrivaient dans le laboratoire de recherche, bien sûr avec le nom, le prénom du patient, bien toutes les informations. Donc un test très sensible. Et puis, le temps passe, donc nos activités de recherche sont plus orientées vers la physiopathogénie, on utilise des modèles animaux, donc on oublie un petit peu les tissus humains, on oublie un petit peu qu'on a tous ces tissus dans les congélateurs, dans ces blocs paraffines, et je vois arriver donc sur ma messagerie ma première note, donc je suis notre hébergeur et l'université Paris 7, et nous recevons en fait ce premier flash info du 31 octobre 2007, nous faisons part de ce décret concernant la conservation, donc les aspects réglementaires concernant la conservation des échantillons de tissus, des échantillons humains, avec plein de pièces jointes. Alors quand vous voyez un flash info comme ça, vous ne le lisez pas, il y a beaucoup de pièces jointes, vous avez beaucoup de choses à faire et vous le mettez de côté. Un deuxième rappel cette fois-ci du département des affaires juridiques de l'INSERM en date du 25 avril 2008, nous disant ce qu'il fallait faire concernant la déclaration donc, et autorisation des activités de conservation des éléments biologiques. Donc en tant que chercheur un peu pressé, on lit en diagonale, on voit affaires juridiques, on se dit ça ne me concerne pas. Et ça ne me concerne pas, pourquoi? Pas parce qu'en ce moment je ne suis pas en train de travailler sur des échantillons humains, je n'utilise pas d'échantillons humains, j'en ai bien dans le congélateur, mais je ne les utilise pas en ce moment. J'ai pas de collection, je n'en ai qu'une dizaine, autour d'une dizaine. Et puis je fais de la recherche, je ne me sens pas tellement concernée, et puis très honnêtement, encore de la paperasse, qu'est-ce qui nous casse les pieds à en faire encore ça? Mais aussi avec nos propres contradictions, puisque finalement, depuis 2003, en fait, toutes nos expériences, toute l'expérimentation sur l'animal, on dépose nos projets à un comité d'éthique. Et au départ, effectivement, on a eu un petit peu de mal à s'y mettre, mais maintenant, c'est tellement naturel depuis 2004 qu'on ne se pose même pas la question. Voilà. Les choses avancent, on avance aussi dans la compréhension de la maladie, et puis on est amené en fait à s'intéresser plus particulièrement à ces fameux dépôts protéiques qui sont dans la paroi des vaisseaux. Et les expériences qui sont faites chez la souris nous amènent à découvrir un certain nombre d'autres protéines très importantes dans la physiopathogénie en utilisant des tissus de souris. Avec un projet déposé auprès d'un comité d'éthique en expérimentation animale, je précise. Et on se dit qu'il est absolument essentiel de confirmer les résultats sur des échantillons humains pour valider la pertinence de nos résultats. Je fais le tour de mes congélateurs, j'avais pas assez de contrôle. Et donc, je contacte, le 15 juillet 2011, je contacte en fait une banque allemande qu'un de mes collègues, d'un de mes collaborateurs en Allemagne m'avait recommandé. Et cette banque, Brain Bank, le centre à Munich, m'envoie ce petit document en me demandant de remplir un petit formulaire. Je lis le formulaire, le projet, le résumé du projet, tout va bien, le projet financé, pas de problème. Et je vois cette phrase « Have you got a positive vote from your ethical commission ?» Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me demande ?» Et alors là, le choc éthique, puis réglementaire. Un comité d'éthique, un IRB, mais bien sûr, quand on lit les papiers, on a tous vu la déclaration d'Helsinki, l'IRB, mais on s'est dit, ça existe ici en France, est-ce qu'il y a un IRB? Et alors là, l'étape suivante, c'est se dire, mais qui je vais contacter? Et là, je crois que le premier message, c'est que je crois que c'est pas encore très clair pour les chercheurs le guichet auquel on doit s'adresser. J'arrive quand même à trouver l'information et je vois IRB et je vois Christine Dosquet. Et là, je me rappellerai comme si c'était hier, c'était pendant les vacances, et je l'appelle en lui disant ce qu'il fallait que je fasse. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête de tout ce qu'il ne fallait pas qu'on fasse, et tout ce que nous n'avions pas fait et que nous aurions dû faire. C'est pour ça que j'ai appelé ça le choc éthique.
En particulier, nous a rappelé des règles de bon sens, en fait, et des bonnes pratiques éthiques, mais qui sont des règles de bon sens, mais que nous avions oubliées, je crois, à ma décharge, en ayant cette formation médicale où finalement on voit des patients et ça ne nous choque pas d'avoir un document sur lequel il y a le nom du patient, ça ne nous choquait pas. Et en fait, après une longue discussion avec Christine Tosquet, qui m'explique très gentiment tout ce qu'il ne fallait pas faire et qu'on aurait dû faire, des règles de bon sens, de confidentialité, d'étiquetage, etc. Et il fallait aussi, ça c'était le choc réglementaire, qu'il fallait se mettre en conformité avec la réglementation. Donc cette déclaration de collection, mais là c'était... C'est le ciel qui nous tombait sur la tête, il fallait faire tout ça en l'espace de 2 semaines. Et là encore, à quel guichet il fallait que je m'adresse pour faire la déclaration de collection. Parce que le retour d'expérience, c'est quand vous posez la question, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « je crois savoir », mais il ne vous dit pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan pratique, pratico-pratique. Donc là, un petit peu, ça a été, je dirais, un petit peu le parcours du combattant, très aidé par Christine, le parcours du combattant pour savoir comment on faisait une déclaration de collection. Deuxièmement, le circuit de transport des échantillons humains, puisque nous faisions de l'importation de tissus. Et là, en fait, on a déposé très naïvement, nous avons déposé notre dossier directement au ministère, mais on nous a dit, mais c'est pas à vous de déposer le dossier, il faut passer par le siège de l'INSERM pour obtenir toutes ces autorisations. Parce que de façon très pragmatique, on avait bien compris que pour pouvoir publier, et en même temps, j'avais une demande de financement d'un projet européen, il était absolument indispensable de se mettre en conformité sur le plan éthique et sur le plan réglementaire. Donc du choc à la pratique quotidienne, et je crois que les informations essentielles, c'est ça. La première, c'est qu'en fait, je suis retournée dans le labo et je me suis dit, j'ai fait le tri, et on s'est rendu compte de ce qui n'était pas bien de faire, je ne le dirai pas. Donc, on a détruit tous les échantillons pour lesquels on n'avait absolument aucune information. On a vérifié, en fait, on est retourné en arrière pour savoir s'assurer qu'en fait, on avait bien les consentements, c'était des pièces autopsiques. Bon nombre de ces pièces autopsiques avaient été obtenues avant 2004, je préciserai. Ensuite, on a détruit tous ces listings papier, on a effacé tous les noms de tous les documents. Et je dirais que le plus important, c'est l'éducation et c'est le travail pédagogique à l'intérieur du laboratoire. Parce que ce choc éthique et réglementaire de 2011, maintenant, à partir de cette date-là, quand on voyait sur l'imprimante commune du laboratoire des listings avec des noms de patients, là, ça nous faisait dresser les cheveux sur la tête. Donc en fait, ce simple choc a été extrêmement pédagogique à notre égard. Et maintenant, c'est devenu extrêmement naturel pour nous. On travaille sur des échantillons humains, un nouveau projet, on dépose au comité d'éthique. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a pu terminer cette étude. Et donc c'est ce qu'on a fait tout naturellement quand donc le projet de générer des cellules iPS à partir de fibroblastes du patient, eh bien tout naturellement, la première chose qui m'est venue à l'esprit tout de suite, c'est j'appelle Christine Tosquet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour déposer mon projet au comité d'éthique? Et donc c'était devenu extrêmement naturel. Et je pense que c'est ça un petit peu le message, c'est une fois qu'on a compris, bon, c'est du bon sens et c'est des bonnes pratiques. Donc tout ce qu'il fallait faire, et en particulier l'attention qu'il fallait porter à la rédaction de la feuille de consentement. Et c'est extrêmement rapide. Le retour, en quelques semaines, vous avez le retour, et je dirais c'est vraiment du bon sens. Et puis, je crois aussi, et là encore un grand merci à Christine, pour nous guider à chaque fois en nous éclairant, en nous disant faites attention à ce point-là, dans la feuille de consentement, auquel on n'aurait pas forcément prêté attention. Ensuite, le parcours réglementaire, on a demandé la promotion donc à l'INSERM et on est repassé devant un CPP. Donc n'y voyez aucune
mauvais égard, à travers la finalisation de ce dossier, je suis consciente que ça nécessite, c'est énormément de documents, mais on a été, et là j'ai un grand merci donc pour la promotion INSERM, parce on a une chargée de mission remarquable qui nous a accompagnés pour la réunion et la constitution de tous ces documents, à savoir, là on avait une importation de tissus, une importation de cellules, une exportation de cellules, donc on avait en fait un petit peu la totale dans le parcours réglementaire. Pour finir, et je crois que j'ai été dans les temps, je dirais comme mot-clé finalement, les bonnes pratiques éthiques et réglementaires, c'est vraiment du bon sens, premièrement. Deuxièmement, je ferai un petit commentaire, trop d'éthique tue l'éthique. À savoir que lorsqu'on a déposé notre projet pour la génération de cellules iPS, le projet est passé devant l'IRB sans aucun problème, et ensuite le projet est passé devant le CPP, devant un CPP. Dans nos critères d'exclusion, donc on allait faire une biopsie de peau aux patients cas d'asile, et dans nos critères d'exclusion, nous avions exclu les femmes enceintes. C'est une maladie héréditaire, on ne voulait pas ajouter. Et puis, il y avait un problème pratique tout simple qui est qu'on fait la biopsie de peau donc à la fesse, il faut pouvoir retourner la patiente, c'est très mal commode si la patiente était enceinte. Et on voit le retour du comité du CPP, l'avis du CPP, qui nous dit « Vous excluez les femmes enceintes, il faut absolument que vous fassiez un test de grossesse. » Et c'est là que je dis l'éthique tue l'éthique. C'est une maladie héréditaire. Quand les patientes sont atteintes, si on leur parle, alors ces patientes, on prélève des patientes pour lesquelles le diagnostic a été fait. Le diagnostic a été fait parce qu'elles étaient symptomatiques, donc elles ont en moyenne, elles sont encore en âge de pouvoir éventuellement envisager une grossesse. Je crois que ça m'a choqué. Comment on peut demander à une patiente atteinte d'une maladie héréditaire de faire en plus un test de grossesse, qui fait le geste en fait d'accepter cette biopsie de peau qui n'est pas c'est quelque chose qui quand même un petit peu ça fait quelque chose, de lui demander de faire un test de grossesse. Et mon collègue neurologue, lui, ça ne lui a pas posé de question, je lui dis non, ça c'est pas possible, on ne peut pas demander un test de grossesse à une dame qui simplement accepte d'avoir une biopsie de peau pour qu'on puisse faire, parce que ça remue beaucoup, beaucoup trop de choses. Alors on a contourné le problème en disant qu'on n'allait pas inclure de patientes ayant une grossesse de plus de 5 mois. Mais c'est là où je dis, attention, l'éthique tue l'éthique. Alors maintenant, on a un dernier commentaire que je ferai, qui serait plus une suggestion. À l'INSERM, on a ce qu'on appelle la formation des nouveaux entrants. Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait incorporer dans la formation des nouveaux entrants au moins 1 ou 2 heures de notions d'éthique. Parce qu'il y a beaucoup de laboratoires donc, de recherche à l'INSERM qui font de la recherche biomédicale, et je ne suis pas sûre que ces bonnes pratiques soient vraiment exercées dans tous les laboratoires. En tout cas, nous, si on n'avait pas eu cette espèce de choc, je ne suis pas sûre qu'on s'y accomplirait. Ensuite, maintenant, moi, ce sont des questions que j'ai à vous poser. Donc, nous avons accumulé une collection de biopsies de peau dans le cadre d'un diagnostic et que nous souhaiterions utiliser maintenant dans une autre activité qui est une activité de recherche. Sur le plan pratique, comment je fais ? Le deuxième point, c'est le problème des échantillons contrôle. Quand on travaille sur une maladie, c'est pas trop compliqué d'avoir des échantillons de patients, avoir des échantillons de contrôle, c'est vraiment compliqué. Le troisième point auquel on a été confronté, ce sont les projets collaboratifs en fait, avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes éthiques et réglementaires. Et j'ai en mémoire une discussion avec un collègue neurologue des îles Canaries à qui il n'avait pas du tout posé de problème éthique. Il avait fait une biopsie de peau à tous les... Donc il y a des grandes familles. L'intérêt donc, dans les îles Canaries, ce sont des grandes familles. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, notamment et en utilisant ces fameuses biopsies de peau qui nous donnent vraiment un accès au vaisseau directement du patient. Ça ne lui avait même pas effleuré un instant l'esprit que ça pouvait poser un problème éthique de faire une biopsie de peau à quelqu'un et de faire un diagnostic moléculaire à quelqu'un qui n'avait aucun symptôme et qui plus est, était un mineur.
et qui me proposait de nous transférer des biopsies de peau. Ah, moi, je lui dis, ça me pose un problème, moi. Il me dit, non, non, ça ne pose aucun problème. Donc, comment on gère cette diversité des pratiques éthiques et réglementaires avec des collègues donc à l'étranger avec lesquels nous sommes susceptibles de travailler. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous livrer donc, au cours de ce retour d'expérience du chercheur de base. Je vous remercie de votre attention.